image, c'est le discours du pape en 2013. Donc tous les petits points lumineux que vous voyez là, c'est pas du briquet au concert de Johnny Hallyday, c'est des utilisateurs en train de prendre en photo, voire en vidéo, le discours du pape avec leur smartphone. Et même là, en bas du titre, en dessous, vous avez des gens qui font ça avec des tablettes. C'est dingue. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va prendre le train en marche. On a assisté à une évolution technologique très rapide ces derniers temps, et souvent les entreprises du coup sont complètement perdues. Donc notre but effectivement ce matin avant d'aller manger, c'est d'essayer de vous apporter quelques clés, quelques bonnes stratégies, quelques conseils sur comment faire en sorte que vos contenus soient disponibles pour vos utilisateurs, quel que soit leur niveau. Donc moi je suis Jean-Pierre. Je suis consultant indépendant sur l'architecture des sites et généralement plutôt spécialisé dans la performance, en tout cas ces dernières années, que ce soit mobile ou pas. Moi je m'appelle Stéphanie, je suis designer spécialisé dans la mobilité, j'habite à Strasbourg. Voilà. Ça arrive, il y a des gens là-bas aussi. D'après un sondage qui est sorti récemment, il y a déjà 40% en fait des utilisateurs même sur le site de bureau qui viennent du mobile. Évidemment, ça va varier selon la typologie de site. Mais c'est un phénomène mondial puisqu'il y a déjà 3 milliards d'abonnements purement mobiles, c'est-à-dire qu'il y a autant d'abonnements en mobile qu'en filaire. Il y a des pays entiers comme le Niger, l'Inde, l'Égypte où les gens n'ont jamais vu un PC de leur vie et ils ne vont sur Internet que grâce au mobile. Et ce truc-là est en train d'arriver, y compris chez nous, puisqu'on observe chez les moins de 25 ans, en France comme aux États-Unis, où il y a déjà 15% des moins de 25 ans qui n'ont jamais touché au PC familial pour aller sur Internet. Donc le mobile, il est plus que là. Quand on pense mobile, souvent le premier mythe c'est ouais mais on va faire une application parce que les utilisateurs sont des applications. On entend souvent ces chiffres qui se baladent dans la nature. 90% des utilisateurs sont des applications. Oui, sauf que vos utilisateurs ils utilisent moins de 10% des applications de leur smartphone. Et quand on regarde les applications utilisées, ça va être souvent les mêmes. YouTube, Facebook, Twitter, client mail. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart de ces applications-là, ici vous avez Twitter et Facebook, sont équipées, entre guillemets, d'un navigateur embarqué. Donc quand vos utilisateurs vont partager le contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, ils vont ouvrir ce contenu-là dans un navigateur web, mais ça ne sera plus forcément Chrome ou Safari iOS, ça va être le navigateur des applications. Donc on va vous expliquer un petit peu comment optimiser vos sites pour les utilisateurs qui vont ouvrir vos sites sur des applications ou alors sur un navigateur. Jusqu'ici, en tout cas la première action en tant que fournisseur de contenu sur le web, ça a été donc qu'est-ce qu'on fait. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis du coup à faire un mini-site mobile à côté du site historique. Déjà ne serait-ce que pour le faire tester sur les téléphones d'il y a 3-4 ans. Donc c'est typiquement ce qu'on fait dedans dans Pixmania. Comme le monde, alors l'histoire du monde elle est intéressante. Il y a quelques années, le desktop existait, marchait très bien, merci pour eux, et il y a un développeur qui a pris sur lui en quelques jours de monter le site mobile. Ça lui a juste pris quelques jours, il a quand même demandé la permission avant de mettre en production, mais voilà, quelques jours ont suffi pour monter la première version du site mobile du monde, et ensuite ce n'est qu'après, donc du coup une fois que tout le monde a réalisé qu'il y avait peut-être des gens effectivement sur mobile qu'il fallait y aller, que l'équipe s'est montée. Du coup, le gros avantage du site mobile d'été, c'est effectivement que vous allez avoir deux sites. Vous allez avoir votre site desktop classique et d'un autre côté, vous allez repartir de zéro, monter un truc 100% mobile. Là, on va pouvoir, par exemple, utiliser totalement l'ergonomie. On peut aller jusque là où sont un niveau du commerce qui change les entrées au niveau des menus. Sur desktop, vous avez pas mal de catégories niveau 1. Sur mobile, ils en ont des spécifiques uniquement pour leurs utilisateurs, sachant qu'il y en a certaines ici qui sont sur le mobile que vous retrouvez dans le deuxième niveau pour le desktop. Donc eux, ils ont poussé l'optimisation au point où ils vont faire remonter ce que les utilisateurs mobiles cherchent et le proposer sur la page accueil. Après, l'optimisation, c'est bien. Attention à ne pas perdre vos utilisateurs non plus. Si vous avez des gens qui vont passer d'un appareil à un autre et que vous leur proposez des expériences totalement différentes, parce que vous avez par exemple deux équipes, que l'équipe qui fait le site desktop et l'équipe qui fait le site mobile ne communiquent jamais, forcément, vous risquez de perdre une partie de vos utilisateurs. C'est par exemple ce qu'a fait, c'est vraiment le problème d'avoir deux bases de code et deux équipes séparées. On a vu par exemple sur du commerce, ils ont sorti une petite fonctionnalité sur le mobile qui était très bien, qui permettait du coup de mettre en favori, donc c'est la liste d'envie, ça permet de mettre en favori un produit.
Et ça aurait été quand même vachement bien de pouvoir retrouver exactement la même chose sur desktop, voire même de faire le lien entre les deux. Je le fais en favori et je le retrouve sur mon bureau. Sauf que non, donc visiblement il y a encore des erreurs de communication à l'intérieur des équipes, justement parce que il y a du dédié. Donc le dédié c'est pratique, comme disait JP, une semaine pour faire un tool dans son coin par un développeur pour faire valider à la fin. En termes de développement, c'est plutôt rapide. On peut avoir une cohabitation. Donc si vous avez de la grosse base de données, si vous ne pouvez pas faire une refonte juste pour le mobile, parce que derrière vous avez du vieux code, des choses auxquelles on ne peut pas toucher, c'est plutôt pratique. Par contre, le danger, c'est effectivement une maintenance complexe. Vous avez un site desktop, vous avez un site mobile. Ça veut dire effectivement continuer à maintenir, développer les fonctionnalités pour les deux, parce qu'on n'a pas de faire du commerce visiblement. Et surtout, la question qu'on me pose souvent, c'est t'es sympa, tu me parles de mobile, mais qu'est-ce que je fais de mes tablettes? Excellente question, qu'est-ce qu'on fait quand des tablettes dans le genre de stratégie? Est-ce qu'on leur propose le site mobile dédié? Mais dans ce cas-là, ils ont un site optimisé mobile sur une tablette qui fait avec 240 pixels, c'est pas forcément idéal, etc. etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Notre solution, plutôt que de faire un site UCI, ça a été en fait de faire rentrer le bon vieux gros site desktop sur du mobile ou sur la tablette, grâce au responsive, comme on a redénommé le retrofitting. Donc à base de media queries et autres, on va essayer de tout faire rentrer. Donc le principe, c'est vous prenez un site classique au hasard qui a été créé en 2009. Et puis, quelques années plus tard, vous vous rendez compte que j'ai l'autorisation de mon employeur de faire ça. Donc vous vous rendez compte que, ouais, effectivement, vous avez des utilisateurs mobiles, sauf que vous n'avez pas le temps de reprendre tout votre site. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre gros site, vous allez redimensionner le navigateur, et vous allez au fur et à mesure casser les largeurs fixes pour essayer de les faire rentrer. Et là, on remarque que ça commence déjà un peu à glitcher. Là, on a des scroll bars, c'est pas tip top. Et hop, on essaie de faire rentrer, on essaie de faire rentrer, on essaie de faire rentrer. Donc effectivement, on va essayer de prendre ce gros site, de tout faire rentrer sur mobile. C'est plutôt pratique dans le cas où, effectivement, vous n'avez pas le temps, un redesign complet n'est pas pour tout de suite, vous ne pouvez pas dire à votre employeur, on fait un site, mais par contre, il est en ligne dans 6 mois. C'est rapide, encore une fois, relativement. Moi, je me suis dit, je vais prendre mon portfolio, je vais le rendre responsive. Un portfolio, c'est quelques pages, 2 heures facile. Sauf que sur mon portfolio, j'ai un slider sur la page d'accueil. Là, il n'était pas responsive, il a fallu changer de slider. Donc, changer la version de jQuery. Donc, ça a cassé un autre JS sur une autre page. Au final, juste prendre mon portfolio, essayer de le faire rentrer de force sur mobile, sans même prendre en compte la performance, j'en ai eu pour 2 jours, et non pas 2 heures. Après, l'avantage, c'est que c'est plus facile d'un point de vue organisationnel de faire accepter ça à vos patrons, à vos décideurs, à vos dirigeants, de dire on prend le gros site, on le fait rentrer dans un premier temps, et dans un mois, on sort une stratégie mobile, que de leur dire on part de zéro, et puis vous aurez un truc dans 6 mois. Et le responsive, du coup, ça correspond en fait très exactement à essayer de faire passer une espèce de mammouth dans un petit tuyau d'usage qui est tout mobile. T'essaies de faire entrer 10 ans de code, toute la pub, tous les trackers du monde qui ont été rajoutés, plus tous les contenus que chacune des équipes en interne a essayé de pousser sur la page et a réussi. Forcément, à un moment donné, ça déborde, ne serait-ce que physiquement par rapport à la taille du navigateur. Donc c'est vraiment de l'adaptation de surface, et sûrement pas en prenant en compte les problèmes de performance. Ici, par exemple, je vous ai mis une petite... donc c'est un thème WordPress responsive, puisqu'ils le sont tous maintenant, payant, a priori, peut-être de qualité. Et il semblerait que ces dernières années, ce soit super compliqué d'afficher du texte. Et une pauvre image. Donc, donc à la fin, sur la maquette, effectivement, ce thème WordPress est bon, il est utilisable. Sauf que voilà, c'est qu'une adaptation de surface. On n'a pas du tout pris en compte les problèmes d'adaptation, de vraie adaptation au mobile. Donc en résumé, le site responsive, ça résout un problème qui est d'avoir plusieurs sites. Donc ici, vous avez un site unique, une seule stratégie, un seul code à maintenir, un seul design, une seule phase de recette pour vos chefs de projet, c'est plutôt pas mal. Et puis vous allez pouvoir prendre le site classique et l'adapter à partir des existants. C'est ce que pas mal de clients nous demandent en ce moment, c'est depuis que Google est passé par là avec l'algorithme pour dire bonjour, on est vos sites responsive, on a plein de clients qui débarquent avec un code fait sous front page avec est-ce que vous pourriez responsiviser notre site? C'est l'avantage, on peut, en fonction du code quand même. L'inconvénient, c'est qu'on est dans le cosmétique, on est dans le visuel, c'est une utilisation effectivement de surface qui ne prend pas en compte les enjeux de la mobilité tels que la performance, l'ergonomie, l'expérience utilisateur et aussi les capacités de nos appareils.
Donc pour résumer, d'un côté on a les sites. D'un côté on a les sites dédiés mobiles où vous avez une bonne expérience utilisateur du point de vue utilisateur mobile, mais ça coûte cher maintenant, parce que vous avez au moins 2 bases de code et voire 2 équipes. Et de l'autre côté on a les sites responsifs qui sont un peu moins chers à maintenir, un petit peu. Mais c'est très compliqué de garder une expérience utilisateur acceptable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on préconise, clairement, ça va être de passer sur du mobile first. Alors, tu vas me dire, cool, encore un nouveau mot-clé. C'est pas tant pour le plaisir de jeter du mot-clé, c'est surtout qu'il y a déjà plein de gens, on le voit et on sait que ça marche, notamment en France, pas trop, mais chez nos amis anglo-saxons, ça se fait pas mal. Donc le principe, c'est plutôt de prendre votre gros site et le squeezer pour le faire rentrer. On prend le premier à l'envers, on part du plus petit dénominateur commun. Le but est de créer une interface dont on enrichit l'expérience utilisateur et les contenus en fonction de l'espace disponible. Donc si on veut faire ça proprement, forcément, il va falloir faire une refonte. Mobile first, j'aime bien ce mot, mais ça ne veut pas dire j'ouvre Photoshop et je design en 320 et débrouille-toi. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une vision très personnelle. Pour moi, mobile first, ça veut dire je vais penser la mobilité et surtout le cross-platform en amont du projet et tout au long du projet. C'est-à-dire je vais prendre des décisions en me souvenant dans un coin de ma tête, là quelque part, que ça va devoir fonctionner sur mobile. Et du coup, premièrement, les décisions, on ne va pas les prendre de la même manière. En termes de design, un petit exemple, donc le but ici, c'est d'avoir le nom du client, son adresse, et à un moment donné, un lien Google Maps parce que c'est pratique pour pouvoir aller au magasin. En mobile first, on va dire, sur petits écrans, je propose le minimum vital. Effectivement, le nom du client en texte, et puis je mets un lien. Le lien, il va se passer deux choses. Soit l'utilisateur a Google Maps installé, dans ce cas-là, le protocole est attrapé par le navigateur et peut l'ouvrir en Maps. Sinon, on délègue le problème au site Google Mobile. Plutôt pratique. Pour un utilisateur qui a un écran avec une capacité un petit peu plus grande, je vais lui proposer une carte statique. Donc en dessous, dans le deuxième exemple, c'est une image. C'est plutôt pratique parce que du coup, j'arrive à peu près à me localiser géographiquement. Et puis pour les utilisateurs avec des gros écrans, des grosses capacités, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que je vais charger l'image dynamique. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est la performance. Ce truc-là, c'est sympa, mais par contre, ça va vous charger plein de JavaScript qui vont ralentir le site. La deuxième raison, c'est plutôt une question d'ergonomie. Je pense que vous avez déjà ouvert un site où quand vous aviez scrollé, vous arrivez au milieu de la carte, et puis là, vous ne pouvez plus sortir parce que la carte, elle est en plein écran, et le seul moyen, c'est de rafraîchir. Moi, j'appelle ça un piège à doigts, entre guillemets. Donc pour éviter les pièges à doigts à nos pauvres utilisateurs mobiles et ne pas leur grignoter toute leur bande passante, même si on a capté à 4G, on va proposer ce genre de fonctionnalité plus uniquement à des utilisateurs avec des capacités. Alors toi t'es gentil, tu rafraîchis, moi je fais pas ça. Je fais un tout. Donc en France, j'ai dit que c'était relativement compliqué de trouver des sites orientés mobile first. Du coup, je suis plutôt allé voir du côté de la refonte de Guardian qui là-dessus est relativement exemplaire. Donc du coup c'est la même URL, sauf qu'il ne cherche pas du tout, pratiquement pas la même chose, en fonction, selon le navigateur qui est à l'intérieur, qui va afficher la page. Et ce sont des décisions qui sont faites au moment où le code est arrivé dans le navigateur. Et ils ont fait des choix plutôt radicaux, qui nous semblent radicaux, par exemple sur la publicité. Le Guardian, ils aiment autant l'argent que les autres et ils en vivent tout autant. Mais quand ils se disent on n'a pas de place d'afficher de la pub sur un petit écran, on ne le met pas. Et on l'affiche, c'est pas grave, on sait qu'on l'affichera sur desktop. Alors évidemment, ils vivent de la pub. Là, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est prioriser le contenu, c'est-à-dire qu'ils vont vous afficher le texte, l'image, et après ils commencent à réfléchir à la publicité qu'ils vont vous afficher. Et là, par exemple, en fait, si on commence à scroller un petit peu dans l'article, alors là, la publicité va arriver. Donc voilà, c'est vraiment prioriser et arrêter de se de se dire, je vis la pub, donc je ne peux pas la faire disparaître, si tu as le droit, si tu fais ça intelligemment. Donc en résumé, l'avantage c'est un peu comme la responsive, ça part de la même base, c'est-à-dire une stratégie multi-support unique, sauf que cette fois-ci, comme on a en amont et les autres tailles d'écran, on va pouvoir vraiment porter une attention particulière à la performance à l'intérieur. Et puis on va pouvoir prendre en compte les capacités des appareils, ça c'est un peu utile pour la fin de la conférence, on va vous dire des trucs un peu fun à faire. Par contre, forcément, vous allez voir me dire, c'est coûteux, ça va nécessiter une refonte globale. Si on repart de zéro, si on repart du mobile, c'est souvent des projets qui vont être plus longs. Et puis c'est plus complexe techniquement, de la JAX, peut-être revoir le CMS, comment gérer les images en WordPress, ce genre de choses, donc ça va encore prendre du temps.
Et puis, il y a un changement de mentalité. C'est plus compliqué. C'est expliquer ça aux designers, aux développeurs, aux marketeurs qui ont très envie de mettre des trucs de ouf sur la page d'accueil, que il va peut-être falloir prioriser les contenus, penser au mobile en amont du projet. Et ça, croyez-moi, pour faire des formations et des évangélisations là-dedans, c'est la partie la plus compliquée. C'est pas la partie technique, c'est convaincre les gens. Donc vous ne pouvez pas forcément vous lancer dans une refonte totale qui n'arrivera que dans 6 mois ou dans un an, on est bien conscient. Donc on vous propose un petit peu ce qu'ont fait nos prédécesseurs, par exemple la BBC News. Donc ils ont, ils avaient un site historique, hein, comme un peu tout le monde, qu'ils ont gardé en vie. Ils ont créé donc, le projet mobile tout court il y a pas mal d'années. Et au fur et à mesure, en fait, ils l'ont fait évoluer. Du coup, ils ont appris, ça n'est pas cassable, autant pour les équipes marketing que développeurs, qu'intégrateurs. Et donc très récemment, ils ont dégagé le site desktop et l'ancien site mobile qui est depuis devenu responsive et mobile first. Du coup, c'est maintenant lui qui répond à toutes les requêtes. Donc on vous a parlé un petit peu de stratégie. Maintenant, le but, c'est de donner quelques bonnes pratiques, en commençant par planifier son projet en amont. J'ai piqué cette slide chez Karen Magran, elle marche un peu mieux en anglais qu'en français. Truncation is not a content strategy, forcément. Donc on entend souvent aussi, ouais, c'est bon, c'est du mobile, on enlève ça, et puis ça suffira pour l'utilisateur. Oui, sauf que vous n'avez aucune idée du contexte dans lequel vos utilisateurs vont être. De quel droit on va arbitrairement supprimer des contenus en se disant ça leur sert à rien. Et puis surtout, c'est la question à se poser, c'est si votre contenu ne sert à rien aux utilisateurs, sachant qu'on a de plus en plus d'utilisateurs mobiles, voire mobile only, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose aux autres utilisateurs? Donc la mobilité, ça va être le moment de se poser des vraies questions sur sa stratégie de contenu, de faire le ménage dans son site, et peut-être de le simplifier, pas que pour les utilisateurs mobiles, mais pour tout le monde. En termes d'architecture d'information, c'est un peu le même principe, donc c'est le choix assez grand. Ici, vous avez un magnifique site qui a hérité non seulement d'une dette technique, mais d'une dette graphique. Le site était figé, ils ont voulu rajouter des nouveaux voyages, donc c'est un site pour un voyage en Islande. En fait, ces trois onglets-là, c'est trois catégories, sauf que comme il n'y avait plus de place, le client les a mis sur la queue. Donc vous n'avez pas accès à ça dans les autres parties du site. Donc le travail qu'on a fait ici en refonte, c'était de se dire, non seulement on va refondre graphiquement, mais on va revoir l'architecture d'information. Donc on a reclassé les voyages, on a proposé trois catégories principales, 10 sous-catégories, donc maintenant il y a juste 2 niveaux dans le menu, ça fonctionne sur grand écran, ça fonctionne sur mobile. Et on a pensé ça en se disant, comment est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne, quelle que soit la taille d'écran. Donc souvent quand on arrive sur une rencontre avec un site desktop, on a des architectures à 4 voire 5 niveaux, surtout en e-commerce. Ce genre d'architecture-là, sur desktop c'est une galère, sur mobile c'est encore pire. Donc le mobile c'est peut-être aussi le moment de revoir, de faire du ménage de ce côté-là. Tout remettre en question, ça va être par exemple, on a tous voulu à un moment donné des gros sliders rotatifs avec des images sur les homepages, en tout cas tous les clients te l'ont demandé. Les ergonomes vont vous dire que c'est mal, et c'est vrai, mais ça permet de passer le comité de direction au la main, tu vois, oui, ton contenu sur la page, il y a pas de souci. Sauf que du coup, ça aboutit à ce genre de catastrophe. Sur la maquette, on est bien, on a une vraie mise en avant, il y a tout qui est sympa, mais l'utilisateur, lui, ce qui se tape en vrai, et là on parle du site desktop, qui s'affiche aussi sur iPad, c'est pas mal de secondes d'attente. Donc c'est un tout petit peu dommage. Et donc ce qui est rigolo, c'est que pour vacances, donc un site mobile dédié sur lequel la même mise en avant, donc en l'occurrence c'est le moteur et les vacances de Toussaint, la même mise en avant en fait est beaucoup plus rapide à s'afficher. Alors qu'on est sur du mobile. Pourquoi? Alors, il y a des raisons techniques, mais la vraie raison, c'est que en écrivant le site mobile, il y a eu des spécifications, parce que ça se fait encore. Oui, on a écrit dedans, il faut que ça soit rapide et il faut qu'on affiche en moins de X secondes telle image. Et ça, mine de rien, donc il y a ça, il y a la compatibilité avec les smartphones. Et donc ça mine de rien, c'est très important, parce que ça veut dire que le chef de projet, quand il fait sa recette fonctionnelle, c'est toutes les fonctionnalités, plus la compatibilité, plus la perf. Du coup, côté technique, le développeur est un petit peu plus à l'aise pour justifier le temps qu'il va passer à trouver une solution, et surtout qu'il pense, parce que quand il développe en localhost, il a un peu de mal à voir les sous perf. Et donc voilà, donc la communication entre le développeur et le design, ça va aussi être d'ailleurs de planifier les phases d'attente, parce qu'il y en aura. On est sur du web, on ne travaille pas avec des maquettes finies. Et donc là, par exemple, chez eux, voilà, on a fait un petit design léger pour, en attendant que les images arrivent, plutôt que d'afficher des pixels blancs.
Donc designer, prenez votre intégrateur, votre développeur par la main au début du projet, attrapez-le, montrez-lui le site. Le but, c'est tout ce que j'arrive à découvrir en problème potentiel en amont, ça va être moins d'emmerde en aval. Qu'est-ce qui va poser le problème sur mobile? D'embêtement, pardon. Sur mobile, d'un point de vue ergonomique, tout ce qui est forcément long et horizontal. Les tableaux, les onglets, les cartes. Donc ce genre de choses, il va falloir les prévoir. Si vous les anticipez en amont, vous allez pouvoir prévoir du temps de développement et du temps pour l'ergonomie. Tout ce qui ne vient pas de chez nous, les cartes, les réseaux sociaux, vos petits boutons de réseaux sociaux, c'est pareil. Si les clients les veulent absolument, il va peut-être falloir les prévoir en amont. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire quand on commence un projet responsive, c'est de se dire on va faire un inventaire d'interface et on va faire l'inventaire de tout ce qui va être compliqué à adapter sur mobile, parce qu'en termes de planification pour le chef de projet, c'est typiquement qu'il va falloir prévoir tant d'heures de JS pour ça, tant d'heures de JS pour ça. La navigation prévoyée 2 jours, minimum. Parce qu'il va falloir essayer de la faire rentrer et que votre client va être très très exigeant là-dessus. Donc prévoyez les points bloquants en amont. En équipe, designer, intégrateur, développeur main dans la main permet de ne pas avoir trop de problèmes en aval. Donc en conclusion, ici effectivement le gros souci du mobile, c'est des soucis de communication. On peut vous parler d'image responsive pendant 3 heures, on peut vous trouver 150 solutions techniques, c'est pas très compliqué. Par contre, détecter les problèmes en fin de projet, c'est la catastrophe assurée. Donc communiquer dès le début du projet, mettez tout le monde autour de la table, parce que comme ça, au moins, vous allez pouvoir prévoir. Alors, la mobilité, c'est beaucoup de contraintes, et là, on va essayer de lister quelques-unes des contraintes, et après, on va vous parler de ce qui vous éclate, et les opportunités. Il n'y a pas de place. La première contrainte, c'est qu'il n'y a pas de place, c'est tout nul. Donc vient une espèce de mythe, encore une fois, qui est je vais faire un site en 1024, 768 et 320 et ça rentrera. Oui, sauf qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, vous avez de plus en plus de taille d'écran, donc le but c'est pas de s'adapter aux tailles d'écran, c'est d'adapter son contenu au navigateur. Donc ici c'est l'outil de développement de Chrome. Ce qui va m'intéresser, c'est ces petites barres-là, tous ces petits bidules-là que vous ne comprenez pas forcément, c'est pas très grave, c'est autant de points de rupture, c'est-à-dire c'est autant de fois où le design de la page d'accueil va changer et va se réadapter. Vous vous rendez compte que là, j'ai pas juste 3 appareils, j'en ai plus d'une trentaine. Donc c'est le site de TechCrunch. Et si vous regardez juste le header, rien que l'entête là avec le logo, vous en avez déjà pas mal pour pouvoir le redimensionner. On va rajouter du contenu au fur et à mesure, le menu qui apparaît, et normalement il y a encore les liens sociaux, la recherche. Donc le but aujourd'hui, c'est d'adapter son contenu en fonction de la taille du navigateur. Ça veut dire pour faire ça qu'il faut aller le plus tôt possible dans le navigateur. Ça, dans Photoshop, c'est un peu dans Sketch, c'est impossible à prévoir. Quelques astuces, c'est typiquement si vous avez un titre en 4 lignes, dites-vous que c'est peut-être le moment de mettre un point de rupture, de changer la taille du texte. Si vous vous rendez compte que votre texte est compliqué à lire parce qu'il fait plus de 90 caractères par ligne, c'est pareil, c'est peut-être le moment de placer un de ces fameux points de rupture en CSS, de changer la taille du texte, de jouer avec les paddings, avec les margines, et c'est à ce moment-là en fait qu'on va placer ces points de rupture et pas en fonction d'appareils totalement arbitraires. Le mobile, il n'y a pas de survol. J'aime bien dire des évidences. Ça fait des années en fait qu'on ajoute plein de fonctionnalités à nos sites, et quand on ne sait pas quoi en faire, on les met sous le tapis. Par mettre sous le tapis, entendez, on va les cacher au survol, c'est pas grave, les utilisateurs finiront bien par les trouver. Oui, mais en mobile, ça va devenir compliqué. Donc le petit exemple ici, c'est l'ancienne version de Twitter. À gauche, c'est la version desktop où pour avoir accès aux retweets, aux favoris et tout ça, vous deviez survoler. Leur stratégie sur mobile à ce moment-là, c'était ces petits boutons-là, ils les affichaient tout le temps. Donc c'est une des stratégies, c'est de dire ce que j'affiche au survol sur grand écran, sur petits écrans, je vais tout le temps l'afficher. L'autre stratégie, c'est de le supprimer. Dans ce cas-là, la question c'est encore une fois, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si je finis par le supprimer? Donc ça va être toujours un système de prioriser mes contenus, qu'est-ce qui est le plus important en fonction des différents utilisateurs. La dernière stratégie, c'est faire apparaître au touch. Attention, il faut que les utilisateurs le découvrent, donc c'est pas forcément instinctif de se dire je vais appuyer sur cet élément-là pour découvrir des actions supplémentaires. Ensuite, vous avez le deuxième souci qui en découle, c'est quand vous avez 2 actions sur un seul élément. Ça arrive assez souvent que, ici c'est par exemple le panier d'appel sur Brice, quand je clique sur le bouton panier, j'arrive sur la page panier, quand je le survole, j'ai l'ouverture de la petite modale. Le problème ici sur mobile, c'est que le premier hover est émulé. Donc vous allez faire appuyer une fois sur le bouton, ça ouvre, et il faut appuyer une deuxième fois très très vite, il faut être plutôt habile pour pouvoir arriver au panier.
ce cas-là, c'est encore une fois faire des choix. Il va falloir supprimer une des actions sur mobile. Soit je supprime le petit aperçu, dans ce cas-là, quand j'appuie dessus, j'arrive directement au panier. Soit je supprime le fait d'arriver au panier, et dans ce cas-là, l'utilisateur il va faire 2 clics, une fois pour ouvrir et une deuxième fois pour le panier. C'est un peu le même principe avec quand vous avez des boutons avec des icônes qui ne sont pas du tout explicites, vous vous dites c'est pas grave, je mets des tooltips. Oui, sauf que vos utilisateurs mobiles, ils n'ont pas les tooltips. Donc vos icônes, si elles ne sont pas explicites, vous leur mettez le texte à côté. Et pas dans un tooltips, et tous les utilisateurs vous remercieront, pas que ceux sur mobile. D'autant que c'est pas parce que vous avez un site qui est desktop et que qu'il faut ne pas penser au touch, parce qu'il y a plein de gens qui vont venir, supposons que vous ayez le desktop et le mobile dédié, vous n'êtes pas à l'abri de gens qui vont venir chez vous avec des tablettes hybrides, type les Microsoft Surface. Vous pouvez très bien avoir un stylet, une souris et le touch, et tout ça en même temps. Donc vous avez intérêt à faire marcher vos interfaces comme ça. Là, c'est chez Decathlon, par exemple, avant de mettre dans les magasins des tablettes tactiles, il a quand même fallu qu'ils repensent leur site desktop pour qu'ils passent complètement, en magasin. Et puis vous avez la taille des boutons, faites en sorte que le bouton soit suffisamment grand pour que l'utilisateur, quand il clique dessus, il n'attrape pas les boutons sur le côté. Le problème, c'est l'affordance. L'affordance en un, c'est la capacité à vous faire comprendre qu'il est cliquable. Sur desktop, encore une fois, vous dites l'utilisateur est survol, c'est souligné, il comprend que c'est cliquable. Sur mobile, il n'y a pas. Donc à un moment donné, il faut que les utilisateurs sur mobile comprennent qu'est-ce qui est cliquable et qui ne l'est pas. Et puis la dernière chose, c'est penser au feedback utilisateur. Sur mobile, entre le moment où l'utilisateur va appuyer sur un bouton et le moment où l'action est déclenchée, il y a un délai de 300 millisecondes. Le navigateur a besoin de ces 300 millisecondes pour attraper une deuxième action. Donc ça va être un scroll, ça va être un swipe. Donc retirer ce délai, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, il y a une toute petite fonctionnalité en CSS qui s'appelle 2 points actifs qui vous permet de faire ce genre de choses. Donc je dis pas que je vais faire des boutons scomorphiques qui ont l'impression de s'enfoncer. Je dis juste que quand un utilisateur appuie sur un bouton, il faut un feedback visuel. Un changement de couleur, un truc, quelque chose qui fait qu'il sait qu'il va se passer une action et qu'il ne soit pas totalement perdu. Donc de ce côté-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tester. Vous avez les outils, je vous ai montré avant, la console de Chrome ou de Firefox, c'est sympa. Ça ne suffit pas à tester sur des vrais appareils, tester sur des vrais mobiles. Enquiquiner vos collègues pour leur piquer leur tablette et leur mobile, si jamais vous n'avez pas de device stable, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir en testant uniquement sur un écran d'ordinateur. Au final, en fait, qu'on fasse du responsive, du mobile dédié, la bêta responsive, toutes ces stratégies, elles vont aussi passer par le fait qu'à un moment donné, il va falloir afficher les choses de manière très très rapide. C'est pour des raisons évidentes de qualité. Sur certains sites qui n'ont pas de grosses marques et qui donc dépendent pas complètement de Google, par exemple, la moitié des utilisateurs va revenir en arrière sur la page de résultats si vous n'avez pas affiché quelque chose au bout de 3-4 secondes. Donc ça va franchement vite. Et du coup, Google, lui, alors déjà chez Google, c'est un critère de référencement officiel pour être placé chez eux. Si votre site ne répond pas suffisamment rapidement, le Googlebot il va passer moins souvent sur vos pages, donc il va faire moins d'indexation. Et surtout, ce qui est franchement important, c'est le fait que les utilisateurs en fait, reviennent relativement, au bout de quelques secondes, sur la page de résultats. Google, lui, il enregistre tout ça, donc il voit qu'il y a un taux de retour qui n'est pas exceptionnel pour tel mot-clé, pour telle page, donc il va finir par vous déclasser dans les moteurs de recherche. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va première chose que vous allez faire chez vous, c'est pas de la technique, ça va être de constater les dégâts, savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que quand vous avez tout en local, tout depuis la fibre du bureau, forcément vous n'allez pas vous apercevoir de grand-chose. Alors on oublie tout de suite Google PageSpeed Insights, à un moment donné il va falloir arrêter les machins Play School. Si vous êtes un petit peu décosse, je vais tout de suite recommander webpagetest.org qui va vous faire de l'analyse en profondeur, c'est surtout vous qui allez faire l'analyse d'ailleurs, pour vous montrer à quel point les choses vont bien ou mal. Et sinon, si vous êtes un peu plus de côté marketing et moins technique, après il y a des outils payants type Eros qui vous expliquent de manière un peu plus jolie comment tout ça marche. Donc d'abord constater. Une fois que vous constatez, il faut mesurer chez l'utilisateur comment ça se passe. Là par exemple, ça fait 2 ans qu'on monitore sur ce site-là à quelle seconde le moteur de recherche apparaît à l'utilisateur. Et donc ça permet de nous rassurer. Par exemple, on voit que cet été, on a fait une petite mise en prod, on a gagné une petite seconde. Je ne dis pas qu'on a sorti le champagne, mais bon.
le péril au pire. En tout cas, voilà, c'est pour se rassurer. Et ça, ce sont des chiffres qui doivent être compris par la direction affichage du moteur de recherche fonctionnel. Ils peuvent comprendre, et le fait de regarder ça, ça met un peu de pression sur tout le monde, et on se souvient de la perf. Et une fois que vraiment, en interne, les gens sont convaincus que vous monitorez, que vous savez où vous en êtes, alors on peut commencer à passer à la technique. Alors, je vous en ai sélectionné que 2 techniques parce que c'est pas le bon endroit. La première, ça va être les images. En fait, sur mobile, on veut afficher de très grosses images histoire de remplir tous les petits pixels qui sont en Retina, en double densité, triple densité. Et on veut aussi que ça s'affiche très vite. Donc, il y a des techniques assez fines qui permettent de le faire. Mais si vous deviez en retenir qu'une seule, celle qui est la plus facile, celle qui marche partout et qui va aider de façon le changement global du site, ça va être le lazy loading d'image. Voilà. Et toi, en fait. Donc le lazy loading d'image, vous l'avez vu, notamment sur l'équipe, quand vous commencez à scroller, vous allez avoir les images qui apparaissent au fur et à mesure. Ça, mine de rien, ça veut dire que la bande passante au premier changement, elle va libérer toutes les ressources critiques qui sont sur son site, qui sont en haut de page, et qui ont besoin d'être vues tout de suite. Et à propos de ressources critiques, le deuxième gros problème aujourd'hui des sites modernes, ça va être la police. Combien de fois ça vous est arrivé de tomber sur des pages, a priori il devrait y avoir du texte, mais visiblement il va falloir un petit peu attendre. Et on arrive dans des situations où on arrive même à afficher des images avant d'afficher le texte. Donc, alors, la police c'est important pour une marque, a fortiori pour un journal, mais à un moment donné, il va falloir choisir, est-ce que je n'affiche pas le site tant qu'il n'est pas beau, ou est-ce que je peux me permettre, donc peut-être là on va attendre plusieurs secondes, ou est-ce que je peux me permettre des variantes? Je vais prendre Guardian au hasard, qui est un journal, donc qui a exactement le même problème. Et si jamais vous allez en fait sur le Guardian avec le mobile, la première des bonnes surprises, là, et c'est vraiment la bonne impression que ça donne, c'est que c'est rapide. Dans la première seconde, à peu près, vous pouvez déjà lire du texte et vous avez le petit logo Guardian. Et ensuite, les choses continuent à arriver. On parle notamment de la pub, mais même la fonte, elle arrive un tout petit peu, elle arrive plusieurs secondes plus tard. Ça veut dire qu'en interne, les designers ont dû se résoudre, ou en tout cas ont dû accepter le fait que, oui, bon, peut-être que pendant quelques secondes, c'est pas grave s'il n'y a pas exactement la bonne fonte. Voilà. C'est à ce genre de détails qu'on reconnaît une marque qui a compris en fait que si elle ne s'adapte pas à son média de distribution, à un moment donné, ça va mal se passer. Mais je sais pas trop. En conclusion. Si vous voulez en savoir plus sur les... on vous recommande la course de Damien demain à 9h du matin qui va développer cet exemple beaucoup plus connu qui se cache au fond là-bas. Donc conclusion, comme d'hab, tester dès que possible et surtout définissez en interne avec vos équipes et pas seul, mais surtout pas que les techniques, les critères de performance, à quelle vitesse on accepte que tel ou tel élément s'affiche. Donc ça va être repassé par les ergonomes pour dire en fait il y a quoi d'important sur cette page et repassé par le marketing en disant mais la pub il faut vraiment qu'on la pub tout de suite, on gagne vraiment de l'argent avec ça, ou est-ce qu'on ah oui évidemment on gagne de l'argent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de l'argent parce que la pub ralentit tout le reste. Donc voilà, et ensuite alors vous pourrez commencer les techniques. Et commencer à vous amuser, parce que jusque-là on vous parle de contraintes de performance, de contraintes d'ergonomie, le tableau est un peu sombre qu'on attend aujourd'hui. Mais les navigateurs étant de plus en plus perfectionnés, complets, puissants, on va pouvoir proposer de plus en plus de fonctionnalités qui étaient jusque-là réservées à des expériences natives. Donc on va avoir une barrière entre le natif et le web qui va être de plus en plus floue, et avoir des petites cerises sur le gâteau qui vont faire que vos utilisateurs vont se souvenir de vous pendant longtemps. Alors, la première, c'est effectivement le mobile, c'est des contraintes, mais aussi c'est des capacités de touch. Ça veut dire qu'on peut imaginer, par exemple, ne pas avoir forcément besoin de boutons. Sur grand écran, on a besoin de boutons parce qu'on ne peut pas toucher, interagir avec le contenu. Sur mobile, on peut. Donc on peut imaginer des sliders qui fonctionnent au swipe, comme sur Asos par exemple,
Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, il y a plein de librairies JavaScript qui permettent de le faire. Ou une fiche produit, pour que l'utilisateur puisse zoomer dans le produit, plutôt que d'avoir les onglets de le bouton plus moins, on va laisser faire un pinch. Donc un pinch, c'est comme ça avec le doigt, c'est quand vous zoomez dans vos photos en fait au final. Ça, on peut très bien l'imaginer pour une fiche produit. On peut l'imaginer pour des gens qui ont besoin d'afficher des graphiques compliqués qui seront illisibles sur mobile. On affiche le graphique en image et on propose à l'utilisateur de zoomer sur cette image aux endroits où il en aura besoin. Donc attention, il faut quand même que l'utilisateur puisse découvrir. Donc là, il faut que l'utilisateur comprenne que c'est un slider, donc il y a les petits boutons là. C'est pas forcément intuitif encore pour l'utilisateur de se dire ah, un slider, je vais swiper. Et puis, on a tellement l'habitude de jouer de chatter, de lire, de regarder des vidéos sur nos smartphones, qu'on oublie qu'au final, c'était fait pour téléphoner à l'époque. Et grâce aux super technologies de protocoles qui existent depuis des lustres sur le web, on va pouvoir encore une fois augmenter l'expérience. Donc, on a un petit protocole, c'est tel de points qui permettent de composer le numéro pour l'utilisateur. Ça lui évite de faire des copier-coller. Je pense que tout le monde a déjà essayé de copier-coller un truc sur mobile, c'est inutilisable. Donc Google a bien compris, sur Google Business, vous avez un petit bouton appelé, vous appuyez dessus, il se passe ce qui est à droite, c'est-à-dire que vous avez votre fenêtre de dialogue qui s'ouvre avec le numéro précomposé. Je vous vois venir, l'utilisateur a quand même besoin d'appuyer sur le bouton, ça n'appelle pas automatiquement, les pays autoclic, tout ça, vous oubliez. On l'a demandé déjà, ah mais en fait on pourrait faire un truc automatique qui appelle, non, pas. Oui voilà, non, peut-être pas. Mais mine de rien, ce genre de choses, si vous avez l'hôtellerie, la restauration, un serrurier à 1h du mat, c'est plutôt pratique d'avoir juste à appuyer sur un bouton en situation d'urgence pour pouvoir appeler directement la personne. Alors, il y a pire que le copier-coller sur mobile, il y a écrire quelque chose sur le clavier. Et pour ça, vous avez les types HTML5 natifs. Alors, les développeurs vont dire, ah ouais, je sais, bah oui, mais il n'y a pas forcément grand chose qui fait. Donc, par exemple, vous allez pouvoir réutiliser le date-picker natif de l'OS. Vous allez pouvoir afficher l'écran, enfin le clavier numérique plutôt que l'alphanumérique. C'est pareil pour les URL, les emails, etc. Et puis, il faut se tenir un petit peu au courant de ce qui est en train d'arriver, notamment chez iOS, où il propose carrément, il y a une fonctionnalité dans iOS qui permet de scanner sa carte de crédit et donc du coup de ne pas avoir à l'utiliser. La géolocalisation, ça fait encore une fois partie des API disponibles depuis un petit moment qui fonctionnent plutôt bien sur mobile et sur desktop. Ici, c'est l'exemple de KingJoueur, on leur a proposé un petit bouton magasin à proximité. Plutôt que de demander à l'utilisateur où il se trouve, il appuie sur ce bouton-là, il accepte la géolocalisation. Encore une fois, dans le mobile, dans le web, on ne fait pas des choses sans que vous acceptiez, en tout cas pas dans le navigateur. Et du coup, une fois qu'il est accepté, on lui propose des magasins pas mal. Bien sûr, l'utilisateur peut refuser, donc il faut prévoir un fallback. Ici, en cas de refus de l'utilisateur, il a toujours la petite drop-down, il a juste à chercher son département et puis il aura la liste. Donc voir ça comme des améliorations, ça fonctionne sur pas mal d'appareils. Et utilisez-le à bonne mission pour que vos utilisateurs n'aient pas besoin de rentrer trop de données. Autre accès au matériel, donc l'avantage des mobiles, c'est qu'ils font vraiment plein de choses. Et vous pouvez, depuis déjà pas mal de temps, mais pas tout le monde le sait ou le fait, utiliser des choses comme accéder directement à l'appareil photo ou au flux vidéo, donc à la caméra des mobiles, pourquoi pas à l'enregistrement audio. Enfin, en gros, techniquement, tu peux refaire un Instagram en pure web ou une vidéo en pure web. Même Instagram, si tu veux refaire les filtres, on a tout ce qu'il faut. On a WebWorkers, on a Canvas qui vont pouvoir tripatouiller le pixel avant Upload. Donc voilà, les pages web sont en train de récupérer, sont en train de récupérer le retard technique qu'elles avaient il y a 5 ans, il y a 10 ans plutôt. Là, par exemple, on s'est amusé avec un protocole de peer-to-peer qui a permis à nos deux petites mascottes, parce qu'on a des vies, évidemment, on s'ennuie des fois, nos deux petites mascottes de se parler. Et donc, c'est une espèce de micro-Skype. Donc, on s'est parlé de Strasbourg à Paris entre un Chrome et un Firefox, et sans avoir installé d'application, sans s'être logué chez Skype ou quoi que ce soit, juste en allant sur une page web. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à propos de commencer à les tacler chez les applications, il y a un truc qui m'énerve sur la plupart des sites, c'est que personne ne pense à gérer l'offline, donc le mode hors ligne. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus de connexion? Vous avez quasiment toute la suite Google existe en mode pure web, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'installer un Gmail. Alors, je ne peux pas forcément le choix, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un Gmail.
Et on peut proposer des expériences de type single page application en pure hors ligne, c'est-à-dire que de la même manière que l'application, tu vas pouvoir voir tous les mails que tu as déjà téléchargés pendant que tu étais en ligne. Tu vas pouvoir même composer un mail et l'interface va se débrouiller pour essayer de récupérer le réseau quand elle l'aura et finir par envoyer le mail. Voilà. Donc ça, c'est ce genre d'opportunité sur lequel il faut aller. C'est compatible depuis l'iPhone 2, donc allez-y quoi. Ouais, peut-être c'est trop vieux, faut arrêter, je sais pas. Toujours alors, donc ce qui arrive juste derrière l'offline, ça va être la gestion du push et des notifications. C'est-à-dire que l'utilisateur peut demander, peut s'abonner à une page. Abonnement. On va dire oui, j'écoute bien le push. Et ensuite, le serveur va pouvoir renvoyer au client. On va juste rejouer la vidéo. Et ensuite, le serveur peut demander au client, peut envoyer une notification du push qui va s'afficher sur l'OS natif. Tu cliques et tu retournes sur la page qui a été décidée. Donc voilà, donc ça c'est compatible, donc ça c'est sur Android 5 pour l'instant. Ça veut dire que c'est déjà 15% de vos utilisateurs mobiles. Donc ça peut être très intéressant de partir là-dessus. Si vous allez par exemple sur facebook.com aujourd'hui par exemple, vous pourriez carrément dégager l'application Facebook, uniquement aller sur la version mobile de Facebook qui marche très bien en plus, et vous aurez quand même vos notifications sans que Facebook vous pompe vos contacts et vos données géologues et tout type de. Donc voilà, envisager ce genre de choses sur. Alors le bonus en plus c'est du web, donc ça marche sur mobile, ça marchait sur Chrome et Firefox desktop. Les favicons, vous savez le petit truc en haut à gauche des sites sur des tables. La bonne nouvelle, c'est que sur mobile, il est boosté au streaming. C'est-à-dire que sur mobile, votre favicon, il va pouvoir venir s'ajouter à l'écran d'accueil de vos utilisateurs. Et du coup, vous allez pouvoir mettre des sites web au même rang au final que de l'application native. Donc ça, c'est de l'iOS et ça, c'est de l'Android. L'inconvénient de ça, c'est que très peu d'utilisateurs savent comment faire. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans les settings du navigateur. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle savent ajouter un site à la page d'accueil de leur smartphone. Souvent pas beaucoup. Donc Chrome, ce qu'ils essaient de faire en ce moment, c'est de pousser ça. Ils ont proposé à certains sites, dont Medium, de tester. C'est de proposer une petite modale en bas à droite pour dire ajouter ce site à mon navigateur. Après, je vous l'accorde, au bout d'un moment, avec le cookie CNI, la pub plus le bandeau en bas, il ne va plus rester grand-chose de nos sites web. À la première visite, c'est un problème aussi. Et puis, vous avez des fonctionnalités un peu sympas comme la personnalisation. Donc, quoi de plus cool, franchement, que d'avoir la barre de statut d'Android qui change en fonction de la couleur de vos chaussettes. C'est génial. Ça ne sert à rien. On est totalement dans le design émotionnel, dans l'hédonisme. La preuve, je n'ai jamais rien acheté sur ce site, et pourtant je vous en parle en conférence aujourd'hui. On est du domaine des petites pas, de la petite cerise sur le gâteau, du truc qui fait que vos clients, vos utilisateurs vont se souvenir de vos sites, parce que vous avez fait le tout petit effort, c'est une ligne dans un manifeste, d'aller un petit peu plus loin et leur proposer une fonctionnalité un peu cool. Et pour revenir au Native Like, donc à droite, sur ma gauche à votre droite, vous constatez que mon site n'a plus de barre de navigateur. C'est parce qu'en fait, quand vous créez le favicon, vous pouvez choisir de lancer le site en full screen ou pas. Donc là, typiquement, on a un stade où on peut ajouter une icône sur l'écran d'accueil du téléphone de l'utilisateur, faire en sorte que ce site soit lancé en plein écran, que ce site profite de tout ce qui va être audio, vidéo, que ce site profite des notifications push. Au final, on peut quasiment se passer d'App Store et d'Android Market dans quelques temps, parce qu'on est vraiment très très proche d'une expérience native. Donc en conclusion, on va vous laisser le manger quand même. Site mobile dédié, responsive aux chausse-pieds qu'on essaie de faire rentrer de force à partir d'un site existant, refonte mobile first. Vous savez désormais à peu près à quoi vous en tenir. Vous avez quelques idées pour une stratégie pour votre client, adaptée vraiment en fonction de ses besoins. Et vous avez quelques clés d'ergonomie.
de bonnes pratiques mobiles, de performance pour lui proposer un site adapté. Vous avez aussi quelques idées de trucs fun à mettre en place lundi matin au bureau, c'est toujours sympa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le milieu du mobile reste quand même suffisamment jeune aujourd'hui. Donc on teste, on passe son temps à changer, ses slides de compte en fonction du dernier article qu'on a lu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut expérimenter, il faut jouer avec les technologies, n'ayez pas peur, il faut se tromper, il faut pouvoir recommencer. Et n'oubliez pas de partager. Donc, on compte sur vous en fait parce qu'il y a très peu de ressources en France sur le mobile. Là, on vous parle du Guardian, de la BBC. Nous, on rêverait que d'une chose, c'est un jour de faire une conférence et vous donner plein d'exemples français. Donc voilà, vous de jouer avec la mobilité. On espère vous avoir donné quelques idées. Si certains d'entre vous ont des questions, j'imagine que oui, je peux faire passer les micros dans la salle, donc n'hésitez pas. Les slides sont en ligne rapidement, il y aura tous les liens et les